Amis internautes fidèles de Zara TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 juillet 2025. Il est 8 heures, c'est l'heure de l'invité. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du 65e anniversaire de la cession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. Et nous allons aujourd'hui visiter un pan de notre politique intérieure. Il s'agit du domaine de la santé. La santé qui est quand même un facteur important si nous voulons penser développement. Et je me rappelle qu'à une époque, un ministre français avait déclaré qu'il y avait plus de médecins béninois en région parisienne que dans tout le territoire béninois. Et cela suppose qu'au Bénin, nous avons toutes les compétences qu'il faut pour que le domaine de la santé se porte bien. En tout cas, le capital humain devrait être garanti si nous savons faire preuve de patriotisme. Mais pour que le secteur de la santé se porte bien, nous n'avons pas besoin que des hommes, nous avons également besoin du financement. Et c'est de cela qui sera question aujourd'hui. Comment se finance la santé au Bénin, pour ne pas dire en Afrique, parce que généralement les politiques de santé sont des politiques régionales qui englobent plusieurs nations selon des regroupements stratégiques. Et aujourd'hui, pour débattre du sujet, nous avons dans nos murs une personnalité qui est quand même assez avertie de la question parce que elle y travaille depuis, disons, depuis près de plus d'une décennie de toute façon. Et aujourd'hui, il travaille pour une institution qui finance sérieusement la santé en Afrique. Je vais dire son nom. Il s'agit du docteur Senoudé Jean Fortuné Dayon. Il est chargé de partenariat stratégique au programme Paludisme pour l'Afrique francophone à la Fondation Bill et Belinda Gates. Il y est depuis 2020. Mais avant, il était chargé de projets, spécialiste de projets, de gestion de projets à l'USAID au Bénin, ici au Bénin depuis de 2015 à 2020. Mais avant cela, il était déjà un directeur de suivi et d'évaluation projet, toujours dans le domaine de la santé. Et c'est lui et la personnalité que nous recevons pour vous ce dimanche pour parler de cette question liée au financement de la santé. Je me permets de l'introduire tout de suite. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis ravi de vous recevoir. C'est un honneur pour moi. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, l'honneur et le plaisir sont partagés aussi à mon niveau. Et pour vous recevoir, je ne serai pas seul, je serai avec ma complice, hein. Il n'y a pas de conflit ici. Ma complice de tous les jours, il s'agit de Nansrine Fatumbi. Nansrine, bonjour. Bonjour, Kales Kitouma. Comment vous sentez-vous? Ça va. Nous allons parler santé aujourd'hui, hein? Oui. Et d'accord, bon, je vais vous permettre, d'entamer cette émission tout de suite. Je vous laisse le docteur Dayon, il est à vous. Alors, bonjour docteur Dayon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, comme Kales Kitouma l'a annoncé, nous allons parler du financement de la santé publique en Afrique. Alors, d'abord, quand on parle de financement de la santé publique, à quoi fait-on allusion? Merci beaucoup pour la question. Je pense que la santé est un élément extrêmement important dans tous les pays, puisque oui, si vous avez une population qui est malade, c'est une population qui n'est pas productive. Donc, tout État a le besoin et le devoir de pouvoir garantir cette santé à sa population. Et comme vous devez le savoir, la santé aussi est un produit qu'il faut acquérir. Voilà. Donc, par rapport à ça, il est important de pouvoir le financer. Et le financement de la santé fait appel à beaucoup de choses, notamment à la participation de l'État en tant que structure régalienne du territoire, mais aussi à la contribution des populations aussi, parce que la population doit aussi contribuer. Vous allez voir des assurances qui sont faites des pays où les populations, je veux dire les personnes individuelles font des assurances, donc ils vont contribuer à forcément payer les soins de santé. Mais vous avez aussi des organisations internationales aussi, voilà, de coopération bilatérale et multilatérale internationale qui vont aussi mettre de l'argent dans la cagnotte pour que on puisse avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir notamment
financer cette santé. Alors, quand on parle de financement de santé, c'est d'abord les infrastructures, donc bien sûr les services de santé, les hôpitaux, les centres de santé, les cliniques et tout ça. Donc l'infrastructure, le matériel, puisque il faut le matériel adéquat et spécialisé pour pouvoir le faire. Et bien sûr la prestation des services. Donc il faut aussi des gens, des hommes, des femmes, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des aides-soignants, donc tous ces personnels de santé, des spécialistes, des personnels logisticiens aussi. Forcément, oui. Faut entretenir le matériel. Voilà, donc tout ce monde qu'il faut aussi recruter, qu'il faut employer, et bien sûr les services eux-mêmes qui vont être déployés. Donc le financement prend en compte tous ces éléments pour que, je dirais, lorsqu'un patient est souffrant et arrive dans une structure de santé, cette personne puisse réellement avoir accès aux soins de santé. Ben, je sais que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui à titre personnel, mais cela n'empêche pas que nous puissions vous poser des questions qui font partie de vos occupations de tous les jours. Et bon, la santé, le financement, vous avez décrit un peu comment ça se fait. Mais dites-nous, dans notre zone africaine, comment est-ce que on peut dire que la santé est financée? Alors, ça c'est une très bonne question. Je dirais que les gouvernements africains font beaucoup d'efforts pour financer la santé, particulièrement puisque nous sommes au Bénin, il faut en parler. Oui. Le gouvernement du Bénin aussi fait un effort vraiment excellent pour ça, il faut le préciser. J'ai la chance de travailler sur la région Afrique francophone, donc la possibilité de rencontrer beaucoup de ministères, beaucoup de ministres, je dirais, de la santé dans mes déplacements, de rencontrer beaucoup de cadres des différents pays. C'est vrai que c'est l'Afrique francophone, mais parfois aussi l'Afrique anglophone. Ouais, mais vous êtes basé au Nigeria en plus, donc. Oui, c'est un peu l'ironie de la chose parce que je suis basé au Nigeria, mais je me suis beaucoup de l'Afrique francophone. Oui. Il y a bien aussi des pays anglophones dans le Nigeria, dans mon portefeuille. Donc, je veux dire, j'ai l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnalités beaucoup de pays qui financent cette santé. Et les pays africains font beaucoup d'efforts. Et si je dis que le Bénin fait beaucoup d'efforts, c'est parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir comparer le Bénin avec les autres pays. Et notamment pour le paludisme, qui est ma spécialité, puisque je suis spécialiste du paludisme, il faut le préciser. Et je peux déjà dire que récemment, au Bénin, il y a eu beaucoup d'efforts concrets. Parce qu'en 2020, par exemple, le budget alloué pour le paludisme au Bénin était d'1 milliard environ pour le programme national de lutte contre le paludisme. Donc, nous avons beaucoup travaillé pour faire beaucoup de plaidoyer. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'entrain qui a été donné à gauche et à droite. Et je pense que le gouvernement a écouté, je dirais, ces différents appels. Ouais. Et le budget est passé en 2022 à 2 milliards. Ensuite, en 2023-2024, on est passé à 3 milliards. Wow. Et maintenant, on est à 3 milliards, oui, pratiquement 4 milliards. Ouais. Donc, ça, c'est la preuve tangible et palpable que au Bénin, il y a beaucoup d'efforts qui se font, et particulièrement pour le paludisme. Le gouvernement prend la mesure des choses. C'est vrai, moi je suis en politique, il faut quand même que je le précise. Je ne suis pas de la politique du tout. Mais je dis ce que je vois, ce qui est. Et comme vous le savez, le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité, donc la première cause de consultation dans les structures de santé ici au Bénin. Ouais. Et forcément, lorsqu'on met beaucoup d'argent dans le paludisme, cela démontre, je dirais, de la volonté politique à véritablement régler ce problème. Il y a aussi les financements qui ne sont pas directs, par exemple pour le paludisme, puisque c'est du paludisme vous allez voir qu'il y a beaucoup d'asphaltage qui se fait en ce moment. Oui, des aménagements routiers. Voilà, des aménagements routiers, voilà. Donc ce n'est pas un financement direct pour traiter des malades, mais c'est un financement qui impacte véritablement la vie des patients, puisque le paludisme est une maladie qui est très liée, je dirais, à l'assainissement du milieu, puisque c'est transmis par un vecteur. Donc, la nouvelle femelle. Et ce vecteur, c'est le moustique. Oui. Voilà. Donc, ce moustique va piquer. Mais avant que ce moustique ne pique, il faut que ce moustique, puisse se multiplier. Tout à fait. Et ce moustique a besoin des gîtes larvaires, donc les endroits où ce moustique va aller pondre ses œufs. Voilà. Donc, si vous assainissez votre milieu, il va être très difficile au moustique de pouvoir pondre ses œufs dans ses nids de poules et tout ça. Et forcément, cela va avoir un impact extrêmement positif. Donc,
lorsque le gouvernement au Bénin aussi fait beaucoup d'asphaltage, si vous entrez dans Cotonou, vous voyez que c'est pas facile de sécuriser dans Cotonou parce que tout Cotonou est en chantier, mais lorsque tout ceci va finir, et d'ailleurs, au-delà d'ailleurs de Cotonou, donc ça va avoir un impact aussi important. Donc c'est aussi du financement de la santé, mais je dirais, sur l'aspect indirect. Voilà. Donc, les gouvernements font, pour revenir à votre question, les gouvernements font beaucoup d'efforts. Oui. Et il faut le féliciter au Bénin. Mais il faut quand même préciser que la majorité des financements dans beaucoup de pays africains dépend encore de financement extérieur. Quand je parle de financement extérieur, je parle de financement des bailleurs. Oui. C'est ceux qu'on appelle les bailleurs de fonds. Les partenaires techniques et financiers. Voilà. Donc, notamment le Fonds mondial pour le PALU. Oui, le Fonds mondial. PALU encore. Le Fonds mondial qui joue un rôle extrêmement important. Le gouvernement américain, le gouvernement de l'Union, pardon, de UK, donc de l'Angleterre, du Japon, de la Suède, tous ces gouvernements, de l'Allemagne, et la liste est longue. Oui. Si vous prenez, par exemple, le Fonds mondial, la majorité donc des financements apportés par tous les pays africains ou qui sont les pays qui souffrent du paludisme, oui. Vous serez environ à 30%. Donc, vous voyez que le paludisme qui a un problème africain est financé seulement à peine à 30% par les pays africains. Donc, cela veut dire qu'il y a un effort qui reste encore à être fait dans ce domaine. Alors, monsieur le docteur, derrière autant pour moi, vous avez pratiquement loué les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la santé, surtout le paludisme. Alors, vu l'état actuel dans notre pays, prenons par exemple l'exemple du chic. Vu l'état du chic, est-ce que une population, un citoyen lambda, peut-il se rendre au chic sans avoir au préalable l'idée de la prise en charge là-bas, s'il veut se faire soigner du paludisme, vu l'équipement, le matériel, tout le personnel qui est mis en place? Non, mais docteur, vous savez, ailleurs, l'assurance est là pour suppléer au coût onéreux de la santé. Et chez nous, n'avons pas encore ce système. Est-ce que on peut espérer un financement pour qu'on puisse accéder à ces infrastructures aux normes internationales dont nous disposons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des financements pour ça aussi? Alors, je vais répondre à votre question qui est en deux étapes. Première étape, c'est vous avez parlé du chic. Je suis très mal placé pour parler du chic puisque Mais vous avez quand même une idée de ce qui se passe là-bas? Dans le secret des dieux par rapport au chic. D'accord, oui. Mais je dirais juste que pour le peu que je sache, oui. Le chic est un hôpital spécialisé. Oui. Donc, c'est pas forcément un hôpital qui est ouvert à pour traiter tous les cas. Voilà. Donc, forcément, le paludisme est la maladie la plus fréquente au Bénin. Que nous banalisons, mais qui nous tue. Qu'il ne faut pas banaliser, puisque chaque minute, et c'est vraiment dommage. Mais il paraît qu'au Bénin, tous les 4 heures, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme. Au Bénin, toutes les 4 heures. En Afrique, c'est toutes les minutes. Oui, en Afrique, c'est toutes les minutes, mais au Bénin, c'est toutes les 4 heures. Voilà, donc. Et c'est seulement pour les enfants de moins de 5 ans. Pour les autres, c'est autre chose encore. Non, pour les autres, c'est beaucoup moins. Oui. Beaucoup moins. Je dirais juste que, aujourd'hui, même un centre de santé peut traiter un cas de paludisme simple. Même un relais communautaire. Le gouvernement a déployé récemment cette grande armada des relais communautaires sur le pays, ce qui est une chose excellente aussi, il faut le dire, parce que c'est une vision holistique du système, donc l'homme, l'environnement et l'animal, puisque nous vivons tous dans un écosystème fermé. Tout à fait. Voilà, donc c'est une nouvelle vision de la partie gouvernementale, que nous accompagnons d'ailleurs, il faut le préciser à la Fondation. Et aujourd'hui, on peut traiter le paludisme au niveau communautaire. Donc, je ne pense pas que c'est pas forcément au chic qu'il faut aller lorsqu'il s'agit du paludisme. Par rapport aux autres aspects que vous avez mentionnés, c'est l'aspect lié forcément à l'assurance. Alors, je me rappelle qu'il y a eu beaucoup d'études de faisabilité en Afrique par rapport à l'assurance. L'Africain, c'est dommage, n'aime pas prévenir les risques. Par essence. L'Africain aime plutôt gérer les risques. Et je me rappelle, j'ai fait une revue, j'ai revu quelques articles, par exemple, sur la Sierra Leone, sur le Libéria, sur le Congo, sur la volonté de l'homme lambda, de la population à vouloir réellement, je dirais, financer l'assurance. On a vu que les Africains n'étaient pas très intéressés par rapport à ça. Mais je pense que c'est une obligation. Et je pense que le gouvernement aussi est en train de travailler sur ça. Oui. Je suis pas dans le secret des dieux encore, donc je vais pas faire de commentaires sur ça, mais je sais que
par rapport au RAMU et par rapport à beaucoup de choses dans le passé, il y a un effort clair et une volonté politique claire par rapport à ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que normalement, tout le monde devrait se faire assurer pour que les dépenses catastrophiques de santé soient évitées par les ménages. C'est pas seulement que lorsque vous êtes malade, vous devez forcément commencer à dépenser, mais vous devez déjà prévenir parce que j'ai souvent coutume de dire que le corps humain est comme une voiture ou bien comme une moto. Donc, forcément, il y a des pièces qu'il faut changer, encore qu'il ne faut pas changer les pièces. Vous les entretenir. Tout au moins, il faut les entretenir. Voilà. Donc, que vous le voulez, que vous ne le vouliez pas, peut-être que vous allez vous faire piquer par le moustique, ou alors vous allez tomber malade un jour ou l'autre. Oui. Ça, c'est obligatoire, même si vous faites de la prévention. Et le jour arrivera où, tout au moins, vous allez faire des bilans de santé, tout ça pour le faire, donc, pour vous prévenir, donc, ou alors pour vous traiter. Donc, moi, je pense que tout le monde devrait le faire et je voudrais encourager vraiment le gouvernement dans les pays africains vraiment à travailler à ce que... Il y a beaucoup d'initiatives au niveau régional quand même, il faut saluer. Et je pense qu'ici aussi, il y a de bonnes initiatives qu'il faut encourager. Voilà. Oui, docteur Darion, vous avez sorti un mot, hein, catastrophe. Eh ben, vous savez, je me rappelle hein, que au début de 2025, tout le monde prédisait une catastrophe sur le plan sanitaire parce que les décisions de certains États qui financent vraiment la santé publique en Afrique ont connu des modifications et nous avons craint le pire. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle? Alors, je dirais que au niveau global, il y a, en fait, l'actualité du moment, c'est que un des partenaires les plus importants au niveau mondial a revu sa stratégie de l'aide publique au développement et a réduit les fonds. Et cela a beaucoup impacté, et cela impacte d'ailleurs beaucoup de pays, notamment les pays endémiques pour le paludisme, la tuberculose, le VIH et les autres maladies prioritaires. Et cela fait qu'il y a des campagnes qui ont été revues, les campagnes de distribution de moustiquaires, les campagnes de la CPS, donc la chimioprophylaxie des paludisme saisonnier. Il y a eu beaucoup de formations qui ont été arrêtées parce que vous savez, le personnel de santé, la science est très dynamique. Recycler. Voilà. Donc, il faut les recycler, il faut les former chaque année sur les nouvelles, ce que nous appelons les guidelines, donc les nouvelles directives, puisque l'OMS, qui est l'instance mondiale régalienne de la lutte contre les maladies, de façon cyclique et périodique, vient avec des guidelines. Donc, il faut les former sur ça. Il faut savoir lorsqu'il y a une nouvelle molécule, un nouveau médicament qui sort, il faut les former sur ça. Et lorsqu'il y a des nouveaux étudiants ou des nouveaux élèves qui sortent des universités, qui rentrent sur le marché, il faut les former. Donc, par exemple, la formation va être impactée par ces changements. Les campagnes, je l'ai déjà dit. Donc, pour moi, c'est le moment encore de, je dirais, faire encore un vibrant appel, un cri de cœur, si je peux l'appeler ainsi, aux différents gouvernements de la zone Afrique à pouvoir mobiliser des ressources locales. Parce que le problème qui se pose, c'est que c'est celui qui a l'argent qui a le droit à la parole. Ah ben on dit chez nous, hein, c'est celui qui est le propriétaire de la farine de maïs là, qui est le propriétaire de la pâte aussi. Exactement. Donc, si le financement du paludisme est fait par les États qui n'en souffrent pas, principalement, forcément ces États vont avoir des décisions, en fait, plus de poids dans la prise de décision. Et le paludisme est avant tout un problème africain. Et il faudrait que, en tout cas, subsaharien. Subsaharien. Il faut le préciser aussi. Et il faudrait que les gouvernements africains puissent mettre plus d'argent sur la table, beaucoup plus de financement pour régler leurs problèmes dans le paludisme. Donc, une fois que ces gouvernements auront mis plus de ressources disponibles, je pense que la balance pour la prise de décision va changer de camp. Et en ce moment, ces pays-là seront plus, je veux dire, capacités à prendre les décisions qu'il faut pour ça. Un autre aspect, c'est que il y a ce qu'on appelle les financements innovants. Donc, il ne faut pas forcément attendre que ce soit un bailleur de fonds qui vienne de l'extérieur. Il y a des financements locaux, il y a des initiatives qui ont été faites. Par exemple, il y a le fonds Zéro Palu qui a été mis en place récemment. Et c'est un fonds qui a réuni au niveau local plus de 100 entreprises à travers Speak Up Africa et le programme national de lutte contre le paludisme.
et d'autres institutions, mais je pense que je n'ai pas le droit de donner des noms, puisque... Pour ne pas stigmatiser au fait de la publicité. Non, pour ne pas oublier les uns les autres, ou bien pour ne pas faire la publicité, Voilà. mais je veux dire, voilà, donc ces organisations ont mis en place ce fonds et ce arrêté ministériel, donc avec la volonté du gouvernement de pouvoir réellement soutenir cette initiative. Et ce fonds a réuni déjà près de 80 millions de francs CFA qui vont 80 millions. Oui, Okay. qui vont être utilisés. Donc, je voudrais juste dire que, en fait... Pour les agents locaux de santé publique. Pour lutter contre le paludisme. Localement. Oui, localement. Donc, ça veut dire que il y a aussi des organisations locales qui sont aussi capables de pouvoir contribuer valablement. Les gens ont envie de pouvoir faire ces genres de soutien, mais ils n'ont pas forcément l'appel. En fait, les gens ne viennent pas leur demander... Ils ne trouvent pas le guichet. Voilà, ils ne trouvent pas le guichet, oui, où ils doivent aller, je dirais, cash out, comme on le dit. Donc, non, mais donc, vous avez commencé à le dire, hein, dites-nous, hein, parce que vous avez quand même une vision globale de tout ce qui se passe. Vous êtes à la sous-région, vous travaillez avec beaucoup de pays, vous voyez un peu comment ça se passe. Et quelles sont les stratégies possibles, hein, disons, les solutions pour sortir quand même pour régler ce problème d'amenuisement des financements qui viennent d'ailleurs? Comme je l'ai déjà dit, il faut que le gouvernement déploie plus de fonds. Il y a ce qu'on appelle la convention d'Abuja qui demande au gouvernement de donner au moins une certaine 15% des dépenses budgétaires du pays à la santé. C'est vrai que beaucoup de pays sont encore en arrière. Je me rappelle, il y a l'année passée, j'étais dans une conférence avec le ministre de la Santé du Nigeria. Oui. Et je lui ai posé la question, mais comment ça se fait que dans la majorité des pays, ce n'est pas fait? Et quand il m'a regardé, c'était comme si pour me dire, bon, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, il y a des pays qui sont proches, qui font beaucoup d'efforts, mais très peu de pays ont vraiment pu passer le cap. Mais je dis, même s'ils peuvent augmenter de 1, 2 ou 3%, ça va déjà faire beaucoup de différence. Donc, la participation gouvernementale est essentielle. Mais aussi la participation locale aussi. Et privée aussi est essentielle. Il y a des pays, par exemple le Ghana, où il y a des institutions minières, voilà, vous savez qu'au Ghana, il y a beaucoup d'or, l'or est très dirigé et tout ça par le gouvernement. Donc, il y a des firmes qui commencent par mettre de l'argent dans ça. La Guinée équatoriale est un exemple précis où, voilà, il y a des compagnies pétrolières qui dépensent énormément d'argent pour lutter contre le paludisme. Donc, je veux dire que c'est pas seulement les miniers ou les pétroliers. Voilà, donc ça peut faire école. Mais même privé, un journaliste peut envoyer 1000 francs, 2000 francs au fond. Je pense que même pour ce fonds, il y a des boîtes qui sont laissées dans des pharmacies à des endroits stratégiques. Ah oui. Voilà, donc on n'a pas besoin forcément de dépenser 1 milliard ou 10 milliards ou 100 milliards. Avec 100 francs, 200, 1000 francs. Quand on met les monnaies de caisse dans la boîte. Dans la boîte, ça peut toujours aider à sauver des vies. Parce que si vous n'avez jamais vu un enfant souffrir de paludisme dans un hôpital, vous ne comprendrez jamais la gravité du problème. Il faut avoir vécu cela. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais encore médecin traitant dans un hôpital de la place, j'ai reçu à 19h un petit enfant qui est venu, de 4 ans, qui avait le palud grave. On a tout fait, jusqu'au matin, on a tout fait, mais ils avaient pris beaucoup de temps avant de venir. Voilà, on a fait beaucoup de réanimation, les médicaments et tout, mais c'était vraiment très tard. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui perdent encore leurs enfants à cause du palud. Et ce n'est pas acceptable parce que le palud est totalement... on peut le traiter. Oui. Il y a les médicaments qu'il faut pour traiter. Il y a aussi la prévention. Donc, nous sommes en période de pluie, donc il faudrait que... je voudrais profiter de votre tribune pour faire allez-y, ce petit rappel pour dire que il faut dormir sous moustique. Il faut dormir sous moustique. C'est obligatoire. Il y a des gens qui disent qu'ils étouffent quand non, c'est une perception. C'est une perception, je dirais, c'est pas une bonne perception. En fait, la moustiquaire a des pores, des petits pores qui font que l'air peut entrer à l'intérieur. Mais le moustique ne peut pas entrer à l'intérieur. La moustiquaire donne deux protections. La protection, je dirais la barrière physique qui fait que le moustique arrive, il ne peut pas pénétrer. Mais il y a aussi la barrière chimique. Donc il y a aussi un... Quand c'est imprégné. Oui, bien sûr, quand c'est imprégné d'insecticides. On vous demande d'ailleurs de dormir sous moustique imprégné d'insecticides à longue durée d'action.
C'est précis. Ah oui, bien sûr, c'est très précis. Parce qu'il y a aussi des moustiquaires qui ne sont pas imprégnés à longue durée d'action. Mais je pense qu'en ce moment, la majorité des moustiquaires qui circulent et qui sont réglementés et approuvés par le gouvernement sont des moustiquaires à longue durée d'action. Et même dans ces moustiquaires, compte tenu de la résistance aux insecticides, puisque c'est un insecticide qu'on met forcément dans la moustiquaire, il y a les différents types de moustiquaires avec les différents types d'insecticides et les différents types de résistance. Donc, il faut dormir sur moustiquaire. Il faut aussi mettre des grillages, voilà, sur les portes et aux fenêtres pour empêcher toujours cette barrière, ce contact, parce que le paludisme commence lorsque le contact entre le moustique et l'homme s'établit. Et lorsque vous êtes en mesure de pouvoir rompre ce contact, vous allez pouvoir rompre la chaîne de transmission. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut forcément aussi aller à l'hôpital lorsque vous sentez de la fièvre. Parce que fait la majorité des gens en ce moment? Nous sommes des magiciens. Alors, l'automédication. Oui, nous avons tendance à blâmer le paludisme pour tout ce qui nous arrive. Lorsque nous avons de la fièvre, c'est systématiquement le paludisme. Ce n'est pas faux, mais c'est faux. C'est même vrai que c'est seulement 40% au Bénin, puisque le paludisme, c'est 40% des consultations. Donc, il y a encore 60% des cas où vous pouvez avoir de la fièvre, des courbatures, et ce n'est pas le paludisme. Donc, il faut forcément aller dans une structure de santé et forcément, en ce moment, faire un test de diagnostic rapide ou une microscopie pour pouvoir savoir si vous êtes réellement positif du paludisme avant de pouvoir le traiter. Puisque l'OMS recommande de tester, de traiter et de traquer. Voilà. Donc, pour nous, c'est surtout tester et traiter. Voilà. Bon, mais lorsque je prends le médicament, juste je dis, bon, j'ai le palu, je vais à la pharmacie, je prends un médicament, je commence pas à le boire et que je n'ai pas le palu, la situation que j'ai va s'aggraver. Puisque le paludisme ne va pas être la solution à mon problème. Parce que vous avez une fièvre typhoïde, par exemple, vous prenez du palu, vous prenez les médicaments contre le palu, vous allez continuer à avoir de la fièvre, puisque le médicament du palu ne traite pas la fièvre typhoïde. Et peut-être que ça sera un peu tard pour vous de pouvoir aller à l'hôpital. Vous viendrez dans une situation où il y a une complication. Donc, il faut forcément se tester avant de prendre le médicament. Et il ne faut surtout pas faire de l'automédication, parce que l'automédication va aussi entraîner quoi? La résistance. La résistance. Donc, une fois que vous prenez le même médicament, à chaque fois, votre organisme va finir par s'y habituer ou va développer l'accoutumance ou alors des systèmes, on appelle ça des mécanismes de résistance qui vont faire que, voilà. Dieu merci que pour l'Afrique de l'Ouest, je prends et les anglophones et les francophones, on n'a pas encore établi de façon très précise la résistance. Mais vous allez en Angola à côté, vous allez au Rwanda à côté, il y a déjà la résistance. Voilà, puisque les médicaments contre le palu, pour le palu simple, c'est artéméter, lumefantrine, ou il y a beaucoup de combinaisons, hein. Il y a même pyronadérine qui est arrivé récemment sur le marché. Donc il y a beaucoup de médicaments, mais si vous vous accoutumez à cela, vous êtes à risque de résistance. Donc, on recommande strictement pour votre santé, pour votre bien-être. D'abord, lorsque je suis malade de palu, lorsque je suis malade de la fièvre typhoïde, je vais acheter un médicament de palu. Je t'ai dit à faire une dépense inutile. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller se tester avant de se traiter. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné la Convention d'Abuja. À part les 15%, que propose d'autres la Convention d'Abuja pour lutter contre le paludisme? Alors, je dirais que dans les 15%, c'est au niveau de toutes les maladies. Voilà. Donc, vous avez le VIH, vous avez la tuberculose, vous avez les hypertensions artérielles, vous avez, qui sont d'ailleurs aussi très fréquentes en ce moment, vous avez le diabète, les hépatites, tout ça. Voilà. Donc, c'est tous ces 15% là qui seront dispatchés pour, voilà. Et je dirais que pour le paludisme en particulier, il n'y a pas, il faut, bon, j'ai coutume de dire que je rencontre le ministre de la Santé dans un pays, je lui dis, si vous arrivez à régler vos problèmes de paludisme, vous allez régler 40%. Donc je ne dis pas que forcément que c'est 40%, que les 40%, les 15% doivent aller au paludisme, mais je pense que si on continue à mettre beaucoup d'efforts dans le paludisme, en termes de prévention, de traitement, ça pourrait être éradiqué? Oui, l'éradication du paludisme n'est pas une utopie. Nous avons des pays africains qui l'ont fait. Et par exemple, récemment, en dehors de l'Afrique, il y a le Suriname qui a eu sa certification. Le Cap-Vert l'a fait l'année passée. Je me rappelle qu'il y avait la réunion du réseau des parlementaires de l'Afrique pour la lutte contre le paludisme, où nous avons reçu le Cap-Vert, où nous avons félicité le Cap-Vert. Donc, si eux, ils l'ont fait, pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas le faire? On devrait le faire. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Et ce sera possible.
Voilà. Docteur Dayon, nous n'avons pas vu le temps passer, hein, mais nous sommes un petit peu déjà vers la fin de cette émission. Okay. Mais quand vous avez commencé à donner des conseils, moi, je voudrais que vous puissiez opiner sur deux questions. Il y a beaucoup de gens, quand ils sentent la fièvre, ils ne prennent pas les médicaments comme le palu. Ils prennent des médicaments contre la fièvre. Je voudrais que vous puissiez opiner. Bon, je vous permets d'opiner sur cette pratique-là d'abord. Je dirais juste que vous traitez pas la cause, vous ne traitez que la conséquence. Donc, lorsqu'on prend le médicament contre la fièvre, on va juste voiler, je vais dire, le problème. Mais le problème va persister. Voilà. Donc, par exemple, vous avez un paludisme ou bien une fièvre typhoïde et vous prenez le paracétamol. Bon, je ne voulais pas appeler son nom, c'est le petit médicament le plus répandu. Encore que le paracétamol, les gens ne le savent pas. Le paracétamol est hépatotoxique. Donc, il a une influence sur le foie, une influence négative. Lorsque vous prenez trop de paracétamol aussi, vous pourrez forcément avoir des problèmes de foie plus tard. Donc, vous ne réglez pas le problème. Vous ne trouvez pas la solution. Vous essayez juste comment dit-on, de retarder l'apparition des conséquences. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller dans une structure de santé et forcément faire l'ensemble de la prise en charge qu'il faut. Ouais. Docteur Dayon, l'autre sujet qui m'intéresse, vous avez évoqué les moustiquaires imprégnés à longue durée. Oui, ben, les moustiquaires, chez nous, ça se salit, on les lave. Est-ce que quand on finit de laver la moustiquaire, est-ce qu'elle joue encore son rôle premier? Est-ce qu'elle joue encore son rôle premier? Ben, dans le cas contraire, que faire pour lui conférer toujours les raisons pour lesquelles nous l'avons acheté, imprégné? Je vous dirais juste que la moustiquaire, lorsqu'elle est produite par le manufacturier, ça a forcément une durée de vie. En général, c'est 3 ans. Okay. Ce qui est dit. C'est 3 ans. Oui, mais lorsqu'on fait les tests, je dirais, en communauté et tout ça, ça tourne autour de 2 ans et demi environ. Voilà. Donc, pour pouvoir avoir une moustiquaire qui dure, il y a quelque chose qu'il faut faire. Première chose, il faut pouvoir mettre la moustiquaire dans un endroit où il y a moins de stress. Je me rappelle, il y a des... Moins de stress. Moins de stress. Quand je parle de stress, je parle de stress physique, pas de stress... d'accord. Donc, bien ranger quelque part. Voilà, donc il faut, le matin, il faut replier la moustiquaire correctement. Il faut empêcher les enfants de s'amuser dans la chambre. Il y a des cases où on met des moustiquaires, ou dans la même case, on mange. Oui. Dans la même case, on dort. Dans la même case, les enfants s'amusent. Dans la même case, on fait le feu. Oui, on fait le feu. On a déjà vu les moustiquaires qui ont été brûlés et tout ça. Donc, il faut pouvoir, normalement, bien étendre la moustiquaire, bien ranger la moustiquaire et ensuite, il ne faut pas la laver tout le temps parce que... Autant l'enlever, la remettre le soir. Bon, je dirais pas totalement l'enlever puisque remettre la moustiquaire chaque soir peut donner un peu de, comment dit-on, de stress à celui qui le fait et la personne dit, ah non, bon, je vais laisser pour aujourd'hui. C'est là ce que vous avez laissé pour aujourd'hui que vous êtes piqué par les moustiques. Donc, il faut pouvoir bien entretenir la moustiquaire, bien ranger la moustiquaire lorsqu'on a fini de l'utiliser pour que la moustiquaire dure. Et ne pas aussi laver la moustiquaire tout le temps. Voilà. Parce que quand on lave beaucoup, la protection chimique baisse. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste dire. Voilà. Ok, docteur Dayon, nous n'avons pas vu le temps passer, hein. Je voudrais juste dire merci, si vous le permettez, à Isaïe TV de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager un peu avec vous sur la question du financement de la santé, particulièrement du paludisme, et dire que nous sommes sur la bonne voie pour l'élimination et que si nous continuons les efforts qui sont faits en ce moment, on doit pouvoir quand même, d'ici quelques années, avoir le paludisme derrière nous. Voilà. Merci. Monsieur le docteur Dayon, c'est nous, Jean Fortuné. Vous êtes spécialiste en santé publique. Vous avez travaillé comme médecin et depuis 2012, vous avez été directeur du suivi et évaluation de projets. Et depuis 2015 à 2020, vous étiez également spécialiste des projets, de gestion des projets au niveau de l'USAID. Et depuis 2020, vous êtes à la fondation Bill et Melinda Gates et vous êtes le chargé de partenariat stratégique de ce programme pour le paludisme pour l'Afrique de l'Ouest. Et ce matin, vous nous avez fait comprendre que le financement de la santé, c'est tout un système
et que l'État doit y jouer un rôle primordial parce que c'est d'abord l'État qui prend les décisions et que l'État doit aussi mettre de l'argent sur la table pour que ces décisions puissent être implémentées. Vous avez dit que pour le moment, la plupart des financements viennent de l'étranger, notamment des pays qui n'ont pas de problème des santé que nous avons ici, parce que nous ici c'est le paludisme en premier, après la tuberculose et tout autre, mais c'est les gens qui ne sont pas concernés qui financent le paludisme. Et donc vous avez exhorté nos États à changer de stratégie et pouvoir avoir une certaine autonomie, mais à mettre beaucoup plus d'argent pour être en mesure de prendre plus de décisions, d'avoir vraiment droit au chapitre quand il faut prendre des décisions en ce qui concerne la santé, particulièrement le paludisme. Et vous avez encouragé les pays africains à chercher d'autres partenaires, surtout à l'intérieur, trouver d'autres stratégies pour financer en fait, la lutte contre les diverses maladies dont nous souffrons. Et vous avez conseillé et demandé surtout que les gens arrêtent de faire l'automédication, que quand on se sent mal, le premier réflexe, c'est d'aller dans une formation sanitaire, faire un test pour savoir de quoi on souffre. Et si éventuellement c'était le paludisme, les traitements, ils sont courants et pas chers. On n'a pas besoin d'être dans un hôpital UP pour le faire. Et même avant ça, nous pouvons prévenir le paludisme en dormant sous moustiquaire imprégné et en mettant des grilles à nos portes. Et vous avez félicité le gouvernement du Bénin qui investit de plus en plus dans le traitement de la santé, surtout le paludisme, de 1 milliard en 2020. Aujourd'hui, nous sommes à près de 4 milliards par an que l'État béninois met sur la table pour le traitement du paludisme. Et vous avez salué une autre action qui n'est pas directement liée au paludisme, mais qui impacte le paludisme dans notre pays, c'est l'aménagement routier, l'asphaltage qui fait qu'il y a moins de retenue d'eau qui pourrait favoriser la multiplication des anophèles qui souvent nous communiquent le paludisme. Et j'ai essayé ainsi de résumer en quelques mots la substance de vos propos de ce matin. Je ne sais pas si j'ai été fidèle. Dans le cas contraire, vous pourrez toujours apporter un complément pour la gouverne de nos auditeurs. Non, je dirais que vous avez été très fidèle et vous avez su réellement faire le résumé de tout ce qui a été dit. Merci. Et je voudrais, pour finir, encore féliciter le gouvernement pour l'effort, surtout pour le paludisme particulièrement, pour le paludisme. Je pense que si on compare le gouvernement du Bénin à d'autres gouvernements de la sous-région, Afrique francophone, je pense que c'est un cas d'école, je veux dire un success story, comme on le dit. Ouais. Donc, les féliciter pour ça. Mais ne pas dire que c'est fini, non, il faut continuer. Ça va même lancer à augmenter le financement. Voilà, merci. D'accord, merci, Dr. Dayon, merci infiniment. Et vous l'avez compris, nous tous, nous pouvons contribuer au financement de la santé dans notre pays en laissant de petites pièces dans ces caisses qui sont dans certaines formations sanitaires au niveau des pharmacies et autres. Et il y a également des guichets auxquels nous pouvons frapper et apporter notre contribution. Parce que nous fêtons 65 ans d'indépendance. Si nous n'avons pas l'indépendance en ce qui concerne la gestion de notre santé, on ne saurait imaginer une quelconque indépendance. Donc, je nous exhorte à y penser de temps à autre et ça nous fera beaucoup de bien. Je vais dire également merci à Nansrin Fatoumbi qui, malgré tout, a fait l'effort de m'accompagner ce matin. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège, qui t'apporte la guérison. Mais n'oubliez pas d'aller de faire un tour dans une formation sanitaire pour... C'est important. c'est ce qu'il faut retenir ce matin. Et à vous aussi, amis internautes, je vous dis infiniment merci. Nous ne sommes rien sans vous. Merci d'avoir été là, mais prenez à cœur tous les conseils qui ont été quand même donnés ce matin sur ce plateau. Ça nous fera du bien. Je dis merci à toute l'équipe de tournage, Charbel, Saliou, Ulrich et tous les autres. Merci infiniment. Que Dieu nous protège, mais allons toujours à l'hôpital quand nous sentons mal. Bon dimanche à vous.